Bonjour à tous, bonjour Clément. Jean Firo. Je suis ravi de te revoir avec nous c'est tard, nous sommes très tard aujourd'hui, mais c'est important, nous sommes entre le premier et le deuxième tour des élections en France, présidentielles, et comme je ne commente plus tellement la politique car ça m'ennuie, eh bien je le fais faire à d'autres. Alors, je te remercie d'être avec nous tous. Je vais essayer de publier cette vidéo le plus vite possible. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 19, le 20. Oui, je crois qu'on est 19 ou quelque chose comme Et ça. donc, il est 19 très tard et nous allons la publier le plus vite possible. Voilà. Donc, Clément, tu habites en France, tu travailles en France, Pour l'instant. tu es vivant encore en France. Comment toi tu vois cette situation et comment ça se goupille par rapport à les personnes qui souhaitent encore vivre en France et ou qui se posent la question s'ils devaient partir et qui sont dans la démarche de préparation et voilà, de résilience, d'autonomie. Quels sont les enjeux? Comment tu expliques ce qui se passe? Voilà, dis-nous tout ce qui te passe par le cerveau. Bah déjà, je pense que comme toutes les personnes qui sont solvables en France, qui sont pas nombreuses, on transpire beaucoup là, en ce moment. Mhm. Euh, bon, sur les deux candidats qui sont au second tour, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y avait eu un petit espoir autour de la montée de Zemmour, mais les masses boomers ont fait le travail qu'elles avaient à faire. Euh, Moi, ce qui m'a le plus, je trouve que le marqueur le plus important de cette élection, c'est que ça y est, on voit enfin le poids de la démographie immigrée ou allogène qui pèse. Et je Mhm. crois que c'est la première fois qu'on a un tel poids d'un parti qui a directement pris justement le parti, que ce soit des autres religions ou des autres ethnies, qui fait des scores qu'on pourrait qualifier de scores de président africain. Et c'est la première fois qu'il Alors, pèse autant et aussi fort. islamo-communiste, Bah oui, bon, on peut le dire, hein, on parle carrément de la France insoumise. c'est ça. Et là, pour le coup, c'est impressionnant parce que autant dans les dom-toms, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Il y a plusieurs départements d'outre-mer où Mélenchon aurait été élu au premier tour. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'ils ont des scores aussi incroyables dans les banlieues. On a aussi des communes, enfin la commune où tout l'électorat des prisonniers euh, est centralisé. Les prisonniers Où, votent, oui, ils ont leurs droits civiques alors qu'ils sont en prison. oui. C'est marrant. D'ailleurs, il va y avoir un projet pour faire perdre les droits civiques de pas mal de Français, qui est dans ce dont on parlait tout à l'heure aussi. Mais oui, et du coup, dans cette région, qui est une région assez bourgeoise de Paris, je crois, bah pareil, la France Insoumise a plus de 35%, donc c'est assez impressionnant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça y est, on est rentré dans une phase où il y a vraiment trois blocs en France dont on parle depuis longtemps, qui sont plus ou moins miscibles, mais où là, j'ai l'impression que la fracture est faite et où comment dire, elle pourra plus se défaire, parce qu'avant, il y avait un petit peu le mirage du PS et de l'UMP qui arrivait en fait en fonction des tendances et des thèmes qui étaient un petit peu en vogue au moment des élections à polariser les intérêts. Mais ça y est, on est à vraiment trois blocs. Et pour le coup, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que le bloc nationaux, patriote, souverainiste, voire on va dire pro-autochtone pour être dans le feutré, a clairement le temps qui joue contre lui en fait. Bah Parce que oui. il y a un double phénomène. Il y a le phénomène de la pyramide des âges et il y a le phénomène du grand enrichissement qui en fait vient de nous prendre dans une pince et qui fait que mathématiquement en fait on va fondre. Et malheureusement, il n'y a pas de. Je pense pas que mathématiquement il y ait de solution.
Le revers qu'a pris Zemmour, d'ailleurs, confirme ça, parce que justement, notre bloc aujourd'hui est censé être représenté par Marine Le Pen, mais qui, au-delà de la personnalité et des gens qui l'entourent, n'a plus un programme qui correspond aux intérêts des autochtones, en fait, tout simplement. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui est préoccupant et qui ne peut que nous amener à de l'instabilité à tous les domaines. Je ne sais pas si tu partages cette opinion-là sur la division de l'électorat. Ah, je ne peux que la constater par rapport à la France, bien sûr. Après, l'islamo-communisme durera tant qu'il y a encore pas assez de volume pour faire du islamo-africanisme tout court. Et l'aspect communiste sera jeté comme la pyramide des âges fait que ça va disparaître. Mais effectivement, la situation actuelle est celle-là. Plus intéressant, enfin plus intéressant. En plus, il y a ce camp globaliste, on va dire, qui représente, qui est derrière le score de 28%, si c'est un score qui est correct, s'il n'y a pas eu de fraude, etc. Bon, admettons, qui est celui du président sortant, donc Emmanuel Macron, qui va, s'il est réélu, se trouver avec une forme de plébiscite. En tout cas, il considérera que ce sera un plébiscite de la population, alors qu'il ne représente finalement qu'un quart de la population, et va pêcher. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mâchoire qui va broyer les quelques Français ethniques productifs dans une sorte voilà, de quinquennat de la mort. Ben, au final, en parlant de broyer les classes productives françaises, ben, c'est simplement le deuxième volet moi, qui m'effraie énormément. C'est que, à part Zemmour, on n'a aucun candidat qui a parlé de l'affolant poids de l'État dans l'économie française. On en a déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais en fait, ça ne fait que monter. Je t'ai envoyé cette semaine un graphique qui est une courbe en fait où voilà, on démarre dans les années 60 à peu près 30% et on monte gentiment. Alors il y a des périodes il y a des périodes où ça stagne, mais on n'a aucune période où ça redescend. Et voilà, ça fait donc les années 60, ça fait maintenant 60 ans. Et on est arrivé à 62-63% du PIB qui est représenté par les activités de l'État. Et là-dessus, en fait, c'est aussi effrayant que les courbes démographiques. En fait, si on continue la courbe, dans 15, 20, 25 ans, on arrive au niveau de l'URSS, quoi. On passe les 80%. Et après, il n'y a pas de... C'est c'est pas une vidéo joyeuse ce soir. Ils travaillent. Déjà maintenant, je suis étonné qu'il y ait des Français qui travaillent. Moi, personnellement, si j'habitais en France, je ne travaillerais pas. Et puis d'abord, je quitterais avec armes et bagages pour aller dans un pays libre comme la Russie ou je sais pas, la Corée du Nord. Non, je plaisante. La Russie, oui, mais la Corée du Nord, non. Mais je sais pas, je quitterais Pourquoi travailler pour que l'État me pique euh, une grande partie de mon travail et en plus fasse que des conneries avec? Non, non, c'est évident, mais je ne suis pas français, donc je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas conseiller les gens de faire pareil. C'est à chacun de voir ce qu'il peut faire. Et donc, face à ces deux, donc cette tenaille qui risque de broyer les quelques productifs, euh, comment tu vois les options si l'un ou l'autre des candidats est élu? Comment tu vois la situation évoluer à court terme, puis à moyen terme? À long terme, on ne sait pas, mais j'imagine que c'est difficile. Mais à court et à moyen terme, comment tu vois si par une surprise, la candidate nationale de centre-gauche, en fait, passe, ou si le candidat globaliste est réélu? Comment tu vois le scénario? Bah, Les scénarios. on va peut-être commencer par le scénario le plus improbable, qui serait une victoire de Marine Le Pen au second tour. Je pense que là, en gros, on a trois options possibles.
Pour moi, la première et la plus probable, c'est qu'on ait une Tsipras ou une Salvini, c'est-à-dire un candidat qui passe et qui, au final, est-ce que c'est à cause des pressions des services? Est-ce que ce sera à cause des pressions des hauts fonctionnaires? Est-ce que ce sera à cause des pressions financières? On va se coucher tout de suite et Mhm. se contentera de faire quelques grandes annonces qui ne seront pas suivies des faits. Et au final, très rapidement, ça retombera comme un soufflet et on continuera peut-être même comme en Grèce, avec la volonté de se faire accepter par le système et du coup avec une austérité encore plus forte, pour donner l'exemple, etc. Ça, en fait, c'est ce qui me fait peur dans le cadre d'une victoire du camp national, en fait. C'est que si on- je dis on parce que c'est très compliqué de se sentir représenté par ces gens, malheureusement. Mais si on gagne et que ça se passe mal et qu'ils se couchent, concrètement, on n'a plus d'espoir de victoire politique après sur suffisamment de quinquennat pour qu'ensuite c'est fini, quoi. Ouais. C'est fini tel qu'on imagine une sortie pas trop dégueulasse. La Mhm. deuxième, c'est le cas où elle passe et on pourrait avoir un quinquennat un peu comme les 4 années de Trump, c'est-à-dire que elle peut mettre de l'huile dans les rouages, mais pour accompagner la chute, mais sans être capable de changer les choses dans la profondeur, parce qu'il y a tout, surtout dans un pays comme la France, il y a tout le poids de tout, comment dire, toutes les corporations qu'on n'a pas besoin de citer, mais qui pèsent énormément Oui. entre enfin, on n'a pas besoin de citer les organismes qui pèsent en France, mais on les connaît, il y en a énormément, et ils feront tout pour que si changement il doit y avoir, ils seront le plus lent et le plus douloureux possible. Mhm. Et après, la dernière option, c'est on profite de ce candidat nationaliste pour faire péter les bulles, en fait. Ouais. Parce qu'il y a un paquet de bulles c'est pas que des bulles, parce que les bulles, c'est plutôt un terme qui correspond bien au niveau financier, mais il y a tout un tas de cocottes minutes qui sont chargées depuis 15 ans et où la pression augmente, et effectivement, on peut s'en servir pour. Ce qui aurait pu se passer d'ailleurs après le Brexit, hein. Ils auraient pu jeter le Royaume-Uni en pâture et donner des justifications pour ça, pour faire passer une crise financière globale. C'est pas ce qui a été fait. Là, un combo Russie plus méchant de France nationaliste, c'est envisageable aussi, hein. On sait pas. Ce qui est compliqué avec la France, c'est que c'est un pays qui est quand même encore central dans l'équilibre mondial. Donc il y a tellement de choses qui peuvent venir de l'extérieur qu'effectivement, en fait, c'est aussi un petit peu ça le risque de prendre un candidat qui sort de la mécanique. Mhm. C'est qu'on n'a plus le poids critique pour faire nos trucs et nous dire, bon, vous nous laissez tranquille, faites pas chier. Mhm. Donc voilà, dans le cadre d'une victoire nationale, dans tous les cas, de toute façon, on va manger la merde qu'on a accumulée depuis 50 ans. Il n'y a pas Ouais. de. Moi, c'est la seule chose qui me séduisait chez Zemmour en réalité, c'est que c'était vraiment le seul qui en interview était capable de dire que ça allait être difficile. Mhm. Dans tous les cas, en fait. Et personne n'est prêt à entendre n'est prêt à entendre ce discours. Ah bah non. Mhm. Bien sûr. Non, non, bien sûr, c'est normal. Et la chute sera d'autant plus dure. Alors, dans le cas où le président sortant est réélu, Alors, quel mois? est-ce que avant qu'on passe au scénario plus probable, est-ce que toi tu veux donner ton avis? Est-ce que t'as d'autres hypothèses? Est-ce que pour toi, Euh, ouais, pardon, vas-y, est-ce que pour toi excuse-moi. il y a une possible amélioration des choses à l'issue d'un scrutin qui donnerait Marine Le Pen vainqueur, ou de toute façon face à l'amoncellement de problématiques qu'on a face à nous, C'est mieux de s'effondrer avec un gouvernement qui n'est pas hostile à sa population que s'effondrer avec un gouvernement hostile. Donc, je pense que je n'ai pas de consigne à donner à qui que ce soit, mais il est évident que le scénario du pire n'est pas celui de l'élection de la candidate du Front National, évidemment. Et quand bien même, comme tu dis, ces bombes à retardement exploseraient, mieux vaut qu'elles explosent tout de suite que dans 6 mois ou dans un an.
Je suis d'accord. Maintenant, que ça change beaucoup, je ne suis pas certain. De toute façon, l'accumulation est tellement gigantesque. Après, moi, je suis toujours un peu optimiste, hein. Donc, moi, je prévoyais déjà ce genre d'explosion il y a une année, 6 mois. Force est de constater que ça n'a pas encore explosé, mais qu'on se rapproche, à mon avis, de plus en plus. Donc, après, d'un côté, effectivement, moral, je pense qu'il est mieux. Donc, ça, c'est l'autre manière de voir les choses, c'est que si vous voulez que la faute retombe sur ceux qui ont accompagné cette explosion de bombes, eh ben, à ce moment-là, il faut que ce soit le président sortant qui soit réélu pour que ce soit chez lui que ça explose. Et de ne pas Mm. salir une prétendue extrême droite qui n'est même pas extrême droite, qui n'est même pas, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais le Front National ou le Rassemblement National n'a pas un atome de responsabilité dans la situation de la France actuelle. Non. Euh, donc, euh, donc, ce serait vraiment terrible qu'on lui fasse porter le fardeau de 50 ans de gabegie, mauvaise gestion et puis de tendances horribles. Mais voilà, Alors, je, il y aura peut-être une responsabilité. c'est celle de ne pas avoir eu. Eh oui. Non, non, c'est pas le procès que je lui ferai, c'est peut-être plutôt face à des problématiques qui deviennent de plus en plus extrêmes, de s'être constamment lissé, en fait. Alors que c'est l'inverse. On a besoin que les gens entendent. Enfin, je sais bien il y a des dynamiques électoralistes, mais on a besoin de gens qui expliquent les choses clairement aux Français, quoi. Il nous faudrait un de la marche au Front National, qui leur dise comment ça se passe, en fait. Non, mais certainement, certainement, mais quelle responsabilité, quel, euh, quel pari de jouer, alors que soyons aussi honnêtes, il y a aussi une, il y a beaucoup à gagner à être l'éternel numéro 2, la victime, et de finalement rouler et faire un peu son business là-dessus. Je n'accuse personne, mais euh, sauf que Tout le les monde l'a en enjeux, la tête. disparition d'une nation et d'un peuple, c'est la réalité. Mais malgré tout, la responsabilité, elle est essentiellement au reste. Elle est au reste du pays et de ses dirigeants. Bien sûr. Mais bon. Et donc, vas-y, alors, les scénarios où Macron est élu, comment tu vois les choses? Alors là, le problème, c'est que tu te rends compte comme la situation a évolué en 5 ans de Macron. C'est bon, ça a été pareil partout dans le monde, mais quand tu as eu un tel bouleversement de nos libertés, une telle démonstration de violence face aux Gilets jaunes aussi, parce que là, il y a eu une rupture quand même. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant les Gilets jaunes qui, je pense, a beaucoup conforté le pouvoir en place. Énormément. Mhm. Donc, on a le spectre du chat chinois, effectivement, qui reviendra à l'automne ou plus tard. On a des problématiques économiques très très lourdes avec le président Macron parce que c'est l'autre point, l'autre grand absent. Enfin, en fait, quand on a parlé du poids de l'État dans l'économie, ce qui était intéressant sur le graphique que je t'ai envoyé, c'est que là, en fait, on a deux courbes qui normalement se touchent, c'est le poids de l'État et le poids des prélèvements. Or Mhm. là, depuis une dizaine d'années, ils se sont décorrélés et on a Ouais. 10% d'écart maintenant. Donc ça veut forcément dire qu'à un moment donné, il va falloir que ces courbes se retouchent. Et elles ne se retoucheront pas en faisant baisser les dépenses de l'État. C'est mécaniquement impossible. Une dépense de l'État, c'est un cliquet, hein. Ça va que dans un sens, jusqu'à ce qu'il casse. Donc ça veut dire qu'on va avoir si même on avait un ajustement de 10% sur l'ensemble des prélèvements, que ce soit impôts et taxes, il faut bien se rendre compte que les 10% seront majoritairement pris sur les actifs, qui eux sont une petite part de la population. Donc ça va encore une fois cibler le seul poumon de ce pays.
Alors, on a déjà des propositions, on a déjà des idées. Là, serait à l'étude un projet pour en fait lever l'exonération d'impôt sur la plus-value des biens immobiliers. En France, en fait, si tu veux, ton bien principal, quand tu le revends, tu n'es pas imposé sur la plus-value. Et en Bien fait, sûr. c'était une bonne protection contre l'inflation pour les gens. Mhm. Ça permettait en fait de, bon, bah, la valeur de la monnaie baisse, mais comme ton bien monte, tu roules en fait l'inflation. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Et bien ça me sûr. permettait aux gens de racheter un bien équivalent à un prix équivalent aussi. Sauf que si, parce que je crois que c'est 40% d'imposition sur la plus-value que tu fais. Donc bon, ça représente des dizaines de milliers d'euros pour des maisons classiques, quoi. Je pense que la maison moyenne en France, elle doit être entre 200 et 300 000 euros, quelque chose comme ça. Donc bon, une première étape, mais ensuite il va forcément falloir payer toutes les largesses de l'État pendant le quinquennat Macron, à commencer par l'énorme augmentation de la dette durant le Covid, qui a été C'est ça. particulièrement importante en France. Après, on a du mal, en fait, on arrive à un point où on a du mal à s'imaginer où est-ce qu'ils vont pouvoir prendre l'argent. Où vont-ils pouvoir le prélever? Bah, s'ils le prennent sur les populations qui restent, et sur ces actifs, bah, les gens vont être encore plus démotivés à travailler, parce il y a un seuil au bout d'un moment où les gens laissent tomber, ou s'en vont. Et donc, on appauvrit le pays. S'ils vont sur la dette, ça a fonctionné ces 10 dernières années. Et, mais est-ce que ça pourra continuer encore un peu plus, puisque cette dette est colossale et puis que les taux d'intérêt sont en train de remonter? S'ils remontent ne serait-ce qu'à 2%, et c'est ce qui est prévu, le poids de cette dette devient, rien que le service de cette dette devient, donc les intérêts, devient colossal et devient pratiquement tout le budget de l'État y passe. Et donc, au bout d'un moment, on ne peut pas choisir de tout payer. S'il faut choisir entre les fonctionnaires, les allocations, l'armée, et qu'on doit faire des sacrifices, visiblement, ces gens n'ont jamais su faire de choix et de sacrifices depuis 50 ans. On a toujours tout dépensé pour tout, finalement, les seuls qui ne touchent pas, ce sont les autochtones. Le reste est grassement payé. Donc le moindre écart, le moindre amène des effondrements locaux ou des tensions sociales extrêmement lourdes. Imagine que le RSA disparaisse, on ne puisse plus être payé. Imagine que la CAF ou les allocations s'arrêtent. Ce serait la guerre. Mais en même temps, si on ne peut pas les payer, on ne peut pas les payer. Donc, la faillite d'un État en France aurait des conséquences bien plus graves ce qu'a été la faillite de, par exemple, l'Argentine. Et puis, ou même l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique, elle avait au moins une forme de cohésion que la France n'a plus. Donc, moi, je n'arrive pas à voir de scénario autre que le chaos à très brève échéance. Donc, et quand je parle de brève échéance, c'est à quelques mois, maximum une année, parce que les taux d'intérêt sont en train de remonter. Donc, soit la dérive autoritaire, et je peux imaginer des scénarios où elle peut se faire, c'est-à-dire que on peut imaginer que voilà, par des tickets de rationnement qui sont utilisés comme salaire de supplétifs à la police et à l'armée qui seraient recrutés chez les chômeurs euh, qui existent en France et qui existeront encore plus et qui auront une composante ethnique particulière, si tu vois ce que je veux dire, ces nouvelles milices, milices aux ordres de l'État pourraient à ce moment-là imposer une dictature euh, qui ne se base pas que sur la volonté de coopération de la plupart des boomers, mais sur une réelle coercition physique où ça ressemblerait effectivement à un despotisme à l'africaine plus au covidisme des 2 dernières années. Mais très Mais concrètement, hein, ce serait très facile ceux, d'en arriver là. ceux qui ne se sont pas sentis mal à l'aise avec l'explosion de vigiles avec des faciès
particulièrement bienveillant durant les 2 dernières années du Covid. Quand on se sent pas mal à l'aise par rapport à ça, c'est que moi, je sais pas comment expliquer comment j'ai vécu ces 2 dernières années là de Covid, etc. Mais ça avait tout peut-être pas d'une répétition, mais d'un ultime avertissement, des derniers signes. Ce qui, je pense aussi qu'on va aller vers un durcissement de l'État très rapide. Je suis assez effrayé en fait de ce qu'on voit en Ukraine. Il y a vraiment des gens méchants là-bas en fait. Ah oui. Je sais pas si on suit les mêmes canaux, mais oh la vache, quand tu es soupçonné d'être pro-russe, Et c'est compliqué pro-russe, quand ça veut même. dire, je précise, dans certains cas, être pro-russe, enfin, des gens qui ont été abattus pour cette raison-là, pour collaboration, ça veut dire qu'ils avaient accepté de la nourriture de la part des soldats russes. Ils avaient Et, accepté des paquets de rations de l'armée russe. Si ça, c'est et être collaborateur. quand on parle d'être, enfin, ceux qui ont été que abattus ont eu de la chance. Hein, il se passe des choses sur Telegram qui sont, pour ceux qui ont un petit doute par rapport à la propagande télévisuelle qu'on a en ce moment, passez un petit peu sur Telegram, allez sur les canaux pro-russes, allez sur les canaux pro-ukrainiens, et vous verrez qui commet des crimes de guerre. Ah oui, non, C'est mais moi, je vois ça surtout dans les canaux pro-ukrainiens. C'est que moi, je ne peux pas me. Si, on va dire, l'information officielle russe me montre des exactions commises, soi-disant, par des Ukrainiens, je suis obligé de ne pas y croire. Mais quand je vois des Ukrainiens qui me montrent des exactions sur des autres Ukrainiens et qui disent c'est nous qui avons fait ça, là, je dois y croire. C'est, c'est, bref, donc c'est certain que l'on voit des choses que l'on n'a pas vues depuis très longtemps. et je Et parlais sur, pas de, pardon, oui, je vous en prie. Et ça, je, moi, ça me fait remonter à la Yougoslavie. Ça remonte à loin quand même. je parle pas de ça en nous éloignant du sujet, justement. Non, non, Ce je que sais. je remarque, c'est que en fait, on a des jeunes générations qui sont très messianiques dans leur façon de suivre un courant de pensée ou une doctrine. Et je pense que l'État saura parfaitement utiliser justement ses passions pour favoriser des groupes contre d'autres. Et les scènes que l'on voit justement dans le cadre de cette guerre, qui est quand même une guerre entre Slaves et entre russophones, Bien sûr. euh, me fait me dire, wow, quand ça va partir en France, ça va être quelque chose d'un niveau qui va être pour ceux qui se doutent, pour ceux qui doutent encore de l'intérêt d'acheter des moyens de défense, il faut pas se faire prisonnier, hein. C'est pas bon. Non, je pense que l'exemple même de la Yougoslavie n'est pas du tout bon parce que, en fait, c'était relativement gentil comparé à ce qui peut arriver. Je pense que pour se rendre compte de ce qui va arriver, il faut voir Haïti ou le Rwanda. Mais avec aussi Comme, la composante industrielle de l'Europe. Parce que on va mixer tout ça, la sauvagerie, l'efficacité, ça peut être quelque chose de très, très brutal. Et puis, ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes et pendant le Covid aussi, c'est des policiers qui sont capables d'une violence physique étonnante. Des scènes que j'aurais pas imaginé, moi, voir en France. Tu vois, des policiers qui tiennent quelqu'un avec un policier qui vient lui frapper la gueule, c'est des choses que bon, bah, tu te rends compte qu'on a passé un cap, quoi. On est en train de descendre au niveau civilisationnel. C'est pas des. Ou alors peut-être comment dire, que j'ai une vision trop idéaliste de la France d'avant. Peut-être, mais. on retournera dans l'histoire classique que nous avons abandonnée au tournant à la fin de Napoléon, euh, où cette parenthèse de civilisation qu'a créée l'Europe entre ouais, 1814 et ouais, 1900,
2000, 2001, par là, à part l'exception 39-45 où il y a eu vraiment des horreurs. On rejoindra le reste du monde dans ce qu'il a toujours été, de ce qu'il est toujours, c'est-à-dire des, des- des nettoyages ethniques, des génocides, des exterminations très fréquentes. Les exemples sont officiels, ils sont, je veux dire, on pense aux Arméniens par les Ottomans de 1915 à 1918, on pense je sais pas, on peut remonter à l'Antiquité, l'extermination des colons romains en Turquie par le roi du Pont, Mithriade, ou par exemple, si tu sautes dans une autre civilisation, à la manière dont les empereurs chinois mataient les révoltes de paysans tout au long de leur histoire, avec des exterminations à coup de centaines de milliers de personnes, femmes, hommes, enfants, très régulièrement pour des simples retards dans les impôts. Enfin, quand on regarde l'histoire du reste du monde, et on peut même mentionner les Aztèques qui, lorsque des fêtes saisonnières avaient lieu, eh bien, assassinaient dans les 20 000 prisonniers pour un week-end à leurs dieux. Et il faut savoir que certains de leurs dieux devaient être nourris avec les larmes des enfants. Et c'est littéral. C'est pas, donc tu imagines ce qu'on doit faire à des enfants pour les faire pleurer, pour nourrir le dieu. Donc c'est le reste, le monde et l'histoire humaine. On a eu beau critiquer et s'auto-critiquer notre civilisation européenne, parfois à juste titre, mais nous avons oublié malheureusement à quel point les civilisations humaines sont d'une cruauté et d'une violence inouïe au travers de l'histoire, dans toutes les latitudes et dans tous les que dire en plus, par exemple, des 100 millions d'hindous tués par l'islam. C'est que dire des 20 ou 30 millions d'Africains capturés, mis en esclavage et castrés par les marchands d'esclaves arabes, etc., etc. Donc, je pense que voilà, notre réveil va être brutal. Pour recentrer un petit peu sur les cas Sur de Macron, figure, on est parti un peu loin. oui, On mais va, bon, pour moi, le pire scénario, c'est réélection de Macron, pas de révolte dans la foulée. Et là, on combine une montée un réchauffement dans les tensions avec l'Ukraine et un retour du Covid, et on pourrait entrer dans une phase d'état d'urgence où on est à la limite de l'état de guerre et où là, par contre, justement, l'État se durcit et les exactions contre tout ce qui serait opposant pourraient monter en flèche. On peut l'imaginer de toutes les manières possibles, entre la perte des droits civiques, les condamnations judiciaires, etc. Ça pourrait être vraiment le scénario le pire. Dans ce et cas-là, la je vois. fermeture et une fermeture des frontières, mais non pas pour cesser de faire venir des gens d'ailleurs, mais pour empêcher les gens de sortir. C'est Ça, c'est ça. très possible. Et en Ça, fait, c'est difficile à faire, mais c'est possible. j'ai pas entendu, pardon. Je pense que c'est physiquement difficile à faire, mais c'est tout à fait dans la possibilité théorique et légale que ce soit mis en place en faisant montrer que bah, si les Français productifs quittent le pays, cela signifie que le pays ne peut plus payer, ne peut plus se permettre cette solidarité si importante et si enrichissante, et que donc les gens productifs doivent continuer à être productifs, faute de quoi ils finiront châtiés. Donc il faut les empêcher de sortir. Et on peut très bien imaginer que puisque bientôt ce sera le puçage généralisé, eh bien, que l'on ne puisse simplement plus partir sans être repéré. Et si vous êtes à plus de 30 km de votre lieu de travail ou lieu de vie, une alarme se met en place en disant, mais on ne vous a pas autorisé à quitter votre lieu de travail, il faut continuer à bosser. Et quand bien même partir, à moins de s'acquitter de sa part de la dette qui sera en centaines de milliers d'euros par individu, impossible de partir. Donc évidemment, ça c'est la théorie. Là, dans ce genre de scénario dystopique,
les gens partiront comme ils l'ont fait dans les années 40 ou autres pour passer la ligne de démarcation par le maquis. Aujourd'hui, nous avons des drones, des systèmes de surveillance thermique, etc. Il y a toute une technologie qu'il n'y avait pas en 1942 ou avant. Donc, oui, ça peut devenir très chaud très vite, hein, et vraiment une dystopie terrible. Et après, tu vois, si, comme on dit, on est dans un état, voilà, un petit peu hybride où on est en guerre sans être en guerre, tu regardes ce qui se passe en Ukraine, bon, les hommes n'ont pas le droit de partir et ceux qui rentreront prendront 10 ans de prison et seront dépossédés de leurs biens. Euh, oui, ça peut très bien s'appliquer dans un pays qui va dire, voilà, de toute façon, maintenant, on peut te mettre en état d'urgence pour un rhume, pour tout, en fait. On a C'est été en ça. état d'urgence après les attentats pendant je ne sais combien d'années. On a été après pour le Covid. Les régimes d'exception sont devenus la règle, en fait. La seule bonne nouvelle, si on peut dire, c'est qu'un esclave, en général, n'est pas très motivé à travailler dur et qu'en général, soit il sabote le travail, soit il le fait mal ou pas. Et que donc, même si, évidemment, on peut imaginer que la menace soit, attention, si vous ne travaillez pas, vous allez être déclassé et vous allez travailler, et vous allez finir dans des quartiers enrichis et vous serez très, très bien accueillis, vous et votre famille. Et donc, il y a cette gestion par la terreur, en fait, par une terreur qui n'est pas forcément directe, mais indirecte, qui peut être mise en place. Donc, effectivement, on peut aller très loin dans les scénarios dystopiques. Après, ce qu'il en adviendra est difficile à dire, mais voilà, vous êtes prévenu en tout cas que c'est dans l'ordre des possibles, ce n'est plus dans l'ordre du fantasque. Ce qui me conforte dans l'idée que l'État va se durcir et qu'il y aura peu d'opposition, c'est que on sait d'ores et déjà qu'il va y avoir une alliance entre le parti de Macron et le parti LR, qui, bien qu'il pèse plus grand-chose aux élections, a encore un très gros, comment dire, un système très fonctionnel dans les régions, et du coup, ils vont se retrouver avec une majorité à l'Assemblée de, je crois, 400 députés sur 560, quelque chose comme ça. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'opposition politique. Donc tous les textes extrêmes, chat chinois, etc., passeront comme une lettre à la poste. Maintenant, on peut peut-être partir sur un scénario un petit peu moins catastrophique. Je pense que la lueur de... Pardon? Il, il y a toujours la possibilité qu'une météorite non identifiée pulvérise Paris et la région parisienne. Et là, la France s'est sauvée, forcément. Non, après, ça peut pas... À mon avis, notre vidéo va casser le moral de beaucoup de gens. Mais Oui, après, il faut regarder les choses frontalement. Honnêtement, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de... Notre meilleur espoir, c'est que ça stagne. Et la seule manière pour que ça stagne avec un Macron réélu, c'est que dans la première année, il y ait des manifestations tellement énormes, tellement monstres qu'ils se figent, en fait. Et qui, en Mhm. gros, ils soient en stand-by, ils font le minimum que leur demande l'UE, et voilà. Et en gros, ils passent les 5 ans, et s'ils arrivent à sortir des 5 ans et tous repartir dans leur région ou leur pays affilié, ce sera le mieux possible. Mais moi, je pense pas du tout que ce soit le scénario qui va se produire. Je pense que le gouvernement qu'on a depuis au moins 5 ans ne tient pas ses ordres déjà de français, ou très peu. Et il a une mission à accomplir. Là, il n'aura plus le problème d'être réélu. Donc, ça va être all-in. Et, Exactement. et ça veut dire beaucoup de choses. Alors, moi, par exemple, un des premiers trucs qu'il a sorti dans son discours d'après premier tour, c'est il a parlé qu'on allait enfin tous rouler à l'électrique. Mais tous rouler à l'électrique, ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir une voiture électrique. Ça veut dire Mhm. que les prolos vont rouler en vélo électrique au mieux et qu'il y aura moins de thermique. Ça, c'est plutôt ce qui va se passer. Mais tu vois, ce qui me fait dire que là, les choses vont commencer à coincer très très vite, c'est que par exemple, dans les grandes villes françaises, à partir de 2023, les critères 3, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En gros, on a un système de pollution des voitures qui va de 5 à 1 ou 0. Et en gros, 3, c'est un fourgon comme le mien, tu vois, qui est récent, hein, qui Mhm. doit dater de 2014-2015. On ne pourra plus accéder à Bordeaux, Lyon, Grenoble, etc.
Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça implique, en fait. Et tu sais, c'est comme si tous les 3 mois, tu viens mettre un petit peu d'une cuillère de sable dans le mécanisme de l'horloge et tu regardes et tu dis, ah, c'est marrant, ça n'a pas encore pété. Et bah, là, les dates avancent, les échéances avancent, ils vont couper, parce que il y a eu un scandale aussi au cours dans l'entre-deux tours qui a été révélé par le New York Times, je ne sais pas si tu en as entendu parler. En gros, l'Union européenne retarde la fermeture des apports en gaz et en carburant de la Russie pour attendre la Mhm. fin des élections présidentielles françaises. Mhm. Donc, ça veut dire que l'essence à 2,30 € comme on l'avait il y a 2 semaines, bah voilà, dans un mois, on y retourne. C'est sûr. Et là, tu vois, tu en revenais aux gens qui vont être peu efficaces sur les chaînes d'approvisionnement, mais les gens, bon, moi, si j'ai bien compris, les gilets jaunes se déplaçaient dans la rue parce qu'ils disaient, voilà, à la fin du mois, il nous reste 200 € pour vivre. Et si le plein double, ils n'ont plus rien, ces gens. Ils vont pas aller travailler. Je C'est pense ça. pas qu'ils iront travailler. Et aujourd'hui, on les entend pas. Je pense que tout le monde est figé. Avec les 2 ans de Covid, ça a mis un espèce de paquet derrière la tête des gens. Ils attendent, à mon avis, les élections pour se redonner un bol d'air, mais après, c'est pas, enfin, ça va. Il ne peut que se passer quelque chose. C'est évident. Je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas d'échappatoire et c'est pour ça que quelque part, il faut qu'il soit réélu. Enfin, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce serait tellement injuste, si on veut, bien que la justice ne soit pas de ce monde, ce soit un parti qui n'a jamais été au pouvoir qui se prenne 50 ans d'erreur dans la tronche. Enfin bon, après, je ne suis pas persuadé qu'elle veuille réellement gagner, mais l'enjeu, ce ne sont pas eux, l'enjeu, c'est malgré tout, c'est la population, ce sont les Français. Et je suis très malheureux pour vous, pour mes amis français, et en tant que voisin, évidemment, je suis inquiet, parce que les ramifications vont nous toucher aussi en Suisse, évidemment, et que de toute façon, c'est un des grands peuples européens qui est sur le bord du gouffre. Et, euh, et c'est pas le seul, mais c'est un des grands peuples. Donc c'est une situation euh, voilà, extrêmement sombre qui se présente à vous et à nous tous Européens. Alors, Youpi, on a réussi à remonter le moral des gens. justement, on va essayer de parler un petit peu morale. Tu me demandais comment on peut affronter déjà des prévisions aussi grises. Euh, durant ces dernières semaines, là, il y a eu de gros influenceurs nationaux français qui se sont fait taper dessus parce qu'ils ont vraiment dit, bon, bah, maintenant, il faut s'expatrier. Mhm. Et beaucoup de gens leur sont tombés dessus en leur disant, oui, mais vos grands-parents se sont battus, etc. Alors, je voudrais juste donner 2 arguments pour réfuter les grands-parents se sont battus. Déjà, pendant la Première Guerre mondiale, ceux qui se partaient en sortant de la tranchée, ils avaient un gendarme derrière eux avec un revolver qui les faisait partir, et s'ils avançaient pas, on leur tirait dans le dos. C'est clair. Et ensuite, ils se sont battus pour que leurs enfants et leurs petits-enfants vivent, et qu'ils vivent en France, pas en Afrique. Donc, la meilleure chose que vous pouvez leur offrir, c'est d'essayer de vous en sortir, et chacun devra trouver sa voie. Et si vous pensez que l'expatriation, pardon, pas l'expropriation, on n'y est pas encore, que l'expatriation pourra vous donner plus de chance, bah, on a besoin d'Européens fonctionnels partout dans le monde pour justement pouvoir peut-être recréer quelque chose de différent, mais quelque chose qui nous donnera espoir. Donc oui, il faut absolument que les gens s'expatrient s'ils en ont les moyens. C'est extrêmement difficile quand on a sa famille sur place, etc. Mais il y a plein de profils qui peuvent le faire parce qu'aujourd'hui, les gens qui s'expatrient sont plutôt des mondialistes en plus. Donc c'est quand même regrettable. C'est vrai. Oui, c'est une situation où on peut imaginer être en fait les Juifs, la diaspora juive de l'Europe dans un autre contexte. Mais si ça fonctionnait pour eux en 2000 ans, on va bien apprendre à le faire nous aussi. Mais voilà, alors qu'on est chez nous, alors qu'on a 2000 ans, 3000 ans d'histoire sur notre continent,
Et nous avons été trahis, assassinés, envahis, bon, voilà, en moins de 60 ans. Et évidemment, c'est dramatique. Ben, d'autant que l'argument de dire qu'il faut rester pour se battre, etc., on n'est quand même pas dans le cadre d'une reconquista, quoi. C'est-à-dire qu'on vous empêche de vous battre, donc à un moment donné, vous n'allez pas non Bah plus oui. donner votre peau, vos impôts, votre femme, et puis dire, oh merde, je me suis battu jusqu'au bout, alors qu'au final, vous n'aurez rien fait. C'est, on a encore de la chance de vivre dans un monde qui fonctionne bien, il y a encore du bonheur à aller chercher partout, dans le monde, de bonnes expériences, etc. Donc il y a du... Honnêtement, ça devient difficilement vivable quand même en France, il faut être honnête, hein. C'est pesant et il y a, si vous avez une famille, protégez-la et voilà. Après, il y a encore plein de choses qui sont possibles à faire dans ce pays. Il y a encore possibilité de gagner de l'argent, même si ça demande beaucoup de travail, il y a encore moyen de travailler. Moi, pour les plus jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de chercher des travaux pépères. On n'a pas trop besoin de travailler, style tout ce qui va être dans la qualité, la sécurité, etc. Parce que si la crise vient et qu'elle vient fort, tous les boulots qui justement seront analysés comme étant peu rentables seront dégagés. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers des filiales de techniciens, techniciens supérieurs sur de la maintenance industrielle, tout ce qui est réseau en tout genre, électricité, réseau de gaz, etc. C'est des choses dont on aura toujours besoin et partout dans le monde. Et en plus de ça, l'artisanat français est encore reconnu partout dans le monde. Mais c'est vrai que pour rester aujourd'hui, je sais pas, j'ai vu que tu avais rencontré pas mal de collapsonautes récemment. Eux, comment ils voient, comment eux préparent les choses telles qu'elles arrivent? Parce qu'on a quand même eu pas mal de choses qui ont changé entre le Covid, etc. Je veux dire, là, on a un peu aussi ce côté prison qui se referme sur nous petit à petit, qui change la donne, je trouve, dans les préparations. Oui, alors il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont en train de se dire non, mais tu verras, au deuxième tour, les choses vont changer. Donc on verra dans quelques jours. Mais ceux qui souhaitent rester, eux, me disent que bah, ils feront avec et que s'il faudra des mesures, s'il y aura des mesures draconiennes, leur réaction sera draconienne aussi. Après, les paroles coûtent pas cher, donc c'est sûr que euh, je ne sais pas quoi penser de la réalité de ces propos. Pendant le Covid, j'ai entendu les mêmes choses et puis il n'y a pas eu grand-chose finalement. Non. Alors que la menace était bien réelle et les effets bien réels aussi. Donc, nous verrons bien. Après, il y a toujours dans l'histoire des soubresauts. En tout cas, Tout à fait. c'est ce que j'avais dit à Zemmour il y a une année, avant qu'il se présente autour d'un café. Euh, la France dont il rêve, elle est non seulement elle n'existe plus, mais elle ne peut pas exister. C'est fini. Il faut en réinventer une nouvelle. Alors sa réponse était de me dire, certes, mais il faut rêver, il faut se donner un cap. J'entends. C'est plutôt une bonne réponse. Donc ça montrait il n'était pas dupe, il le sait très bien. Mais il faut donner espoir aux gens, comme disait Napoléon. Napoléon disait qu'un chef est un marchand d'espérance. Donc peuvent émerger des chefs, peuvent émerger des leaders que je ne vois pas aujourd'hui nulle part pour l'instant, mais ils pourront peut-être émerger. Et les soubresauts peuvent arriver. Et dans le chaos, qui sait? Mais le scénario qui me paraît le plus probable, c'est le chaos, certainement. Et là, ben, on fera ce qu'on peut avec tout ce qu'on a préparé, avec les réseaux qui devront se renforcer et se mettre en place, et dans la dignité et l'éthique, espérer de faire le meilleur de ça pour nous et les nôtres. Mais non, non, nous sommes dans des âges sombres, hein, ce n'est pas, personne n'avait dit que ça allait être youpi tralala, hein, l'effondrement. Non, non, au contraire. Mais ce qui est intéressant, je sais pas si tu as, si toi, tu as ressenti ça.
Mais c'est que maintenant, moi vraiment, avec les 2 ans de chat chinois, je me suis rendu compte que l'enracinement n'était peut-être pas la seule solution qu'il fallait envisager. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que maintenant, un gros travail du survivaliste va peut-être être justement de travailler aussi sur son côté liquide et sa capacité à... Parce que si effectivement, comme tu le dis, on en est rendu à être comme les Juifs dans les années 30 ou 40 et qu'il va vraiment falloir penser à créer une diaspora qui va être mobile, là, l'enracinement, il est plus, il va devoir être pensé différemment. Oui, on peut imaginer une approche hybride que certains font, c'est-à-dire une approche où on est capable de s'enraciner très rapidement de manière peut-être plus, euh, plus légère, et finalement d'être plus un nomade, plus un capitaliste nomade qu'un fermier ou qu'un sédentaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que les technologies de type Bitcoin nous permettent de transporter l'ensemble de notre épargne et de notre fortune, même sans rien. Il suffit de mémoriser un certain nombre de codes dans notre tête et trimballer toute notre fortune d'un endroit à l'autre. On peut très bien imaginer aussi aller vivre dans des pays moins onéreux. J'ai fait, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, je leur rappelle, Clément a fait des formations que vous trouvez sur pierrot.com. J'ai moi-même mis une formation qui explique quels sont les écueils et les opportunités lorsque on veut choisir un nouveau pays pour s'expatrier. Il y a des éléments très importants dont il faut tenir compte, mais c'est tout à fait envisageable que des gens se disent, ben moi, je vais prendre mon savoir-faire, parce que la diaspora juive de ces 2000 dernières années n'était pas une diaspora de mendiants, c'était pas les gens du voyage, si tu vois ce que je veux dire. C'était des gens qui partaient avec des connaissances, souvent dans la médecine, souvent dans l'artisanat, travail du cuir, travail de la chaussure, travail, et qui parfois s'installaient et devenaient sédentaires. C'était le cas en Europe de l'Est, dans les shtetl, où les communautés juives se donnaient à l'agriculture. Mais parfois, notamment dans les centres urbains, c'était... alors, l'aspect financier et usurier est bien connu, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi l'aspect artisan, il y avait l'aspect voilà, bottier, toutes sortes de métiers. Et puis, il y avait aussi les métiers que personne ne voulait faire, comme par exemple marchand d'esclaves ou contremaître justement dans les plantations où il fallait aller au corps à corps avec, justement avec les esclaves. Il y avait aussi des métiers ou des métiers liés à la mort. Par exemple, il y avait en Europe centrale pas mal de métiers liés au fait d'enterrer les gens qui étaient faits par les classes sociales les plus basses des communautés juives, par exemple. Ça arrive, tout comme on aurait pu parler des Coptes en Égypte qui s'occupaient des ordures parce que c'était des activités que les musulmans égyptiens considéraient pendant des siècles comme étant inférieures. Eh bien, les Coptes ont su tirer leur épingle du jeu et leur avantage financier dans la maîtrise de certaines industries. Donc, ce n'est pas que les Juifs, c'est toute communauté qui veut survivre au sein d'une majorité qui leur est potentiellement hostile, doit trouver des avantages économiques et aussi faire profil bas et savoir utiliser d'autres moyens pour prendre le pouvoir que la démocratie, par exemple, ou les voix, la masse. Mais bon, c'est un vaste sujet. Nous allons Mais devoir écoute, apprendre tout ça, peut-être. oui, c'est c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on est un des peuples les plus anciens sur notre terre, mine de rien. Ah Enfin, oui. avec le moins de, comment dire, enfin, je dis peut-être une bêtise, mais avec le moins de mouvement, on va dire. Là, les Francs, ça fait quoi, un millénaire et demi qui sont en France? Oui, et puis même avant, les Gallo-Romains étaient là 500 ans avant, et puis les Celtes étaient là depuis presque un millier d'années avant, donc il y a une stabilité. Et au fond, les invasions, elles ont été relativement faible. On pense aux Allemands les derniers siècles, mais avant, c'était relativement calme. La France, oui, il y avait un peu de présence anglaise pendant le Moyen Âge, mais ce n'était pas des masses de population énormes. C'était quelques milliers de personnes.
Donc certes, avec les viols, ça fait des enfants, mais c'était relativement faible. Jamais il n'y a eu des proportions aussi importantes que ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, un tiers de la population est d'origine, et même ethniquement, non française. C'est gigantesque, ça n'existe pas dans l'histoire, ce genre de migration. Jamais. Oui, et c'est là où je voulais insister sur l'importance du vote La France Insoumise. Ça veut dire que ça y est, on a passé le cap où l'intégration, c'est fini. Il y a un bloc qui est représenté Oui, de façon électorale et qui, du coup, s'est solidarisé et qui est sorti de l'intérêt des autres blocs. C'est ça qui est flagrant. Bernard Tapie l'a compris un peu tard. En tout cas, Clément, je te remercie pour ces mots d'espoir qui ont mis tout le monde de bonne humeur ce soir. Je vais essayer de publier cette vidéo. En tout cas, moi, la seule chose que je peux dire, c'est nous devons garder espoir et plus que l'espoir, c'est être dans l'action, parce que c'est dans l'action que nous avons le maximum que vous soyez en France ou ailleurs, le maximum d'options. Et les options, c'est la liberté. Et ces options, elles nécessitent du travail, de la responsabilité. Et ce travail, c'est, en ce qui me concerne, je crois, la préparation, cette préparation physique, mentale, dans les outils, dans les formations peuvent nous permettre de soit rester sur place et tenir, soit partir et rebâtir ailleurs. Plus nous avons d'options personnelles, individuelles et dans une approche clanique et avec nos familles et nos amis, plus nous avons de chances de mieux nous en sortir. Ce sera peut-être pas la gloire, ce sera peut-être pas la réussite totale, mais au moins, et c'est pour ça qu'on parle de survie, au moins c'est la survie et la possibilité de continuer. Et ça c'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est des bonnes paroles pour finir cette vidéo. Très bien, ben, je te remercie Clément, et puis je crois qu'on peut le dire à tous ceux qui nous écoutent, préparez-vous. Bon courage, préparez-vous. À bientôt.